Ce qu'on ne vous a jamais dit sur l'énéagramme, l'instinct contrôle tout. C'est le point peut-être le plus important de l'énéagramme des 9 types, à savoir qu'on nous parle de centre, qu'on nous parle de compulsion, qu'on nous parle de peur, mais rares sont les personnes, à ma connaissance, à part Monsieur Almas toujours, et Monsieur Ishazo, qui nous donnent la vérité la plus profonde de l'énéagramme et de la source de toutes nos compulsions, à savoir l'instinct. Et c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo, et c'est quelque part toute la structure de l'énéagramme que j'apporte, cette compréhension nouvelle de l'énéagramme à l'aune de l'instinct, à savoir que l'énéagramme des 9 types, cette répartition en 3 groupes et de manière fractale en 9 sous-groupes, les types, est basée en réalité non pas sur les centres, comme on l'affirme généralement, mais sur l'instinct. L'instinct est triple, il est ternaire. Si vous avez suivi mes vidéos jusque-là, vous comprenez la loi de 3 et vous savez que tout est ternaire, la structure de la création, la structure de l'être humain, notre psychisme, notre essence, et notre instinct est ternaire, il est triple. C'est pourquoi nous avons 3 grands groupes de types, et c'est pourquoi nous avons de manière fractale 9 types de fixation de l'ego. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Après, un très bref résumé de ce que nous avons vu dans la dernière vidéo, afin de faire le lien, de rafraîchir la mémoire de celles et ceux qui ont vu la vidéo et de donner quand même une indication aux personnes qui ne l'auraient pas vue. Mais je rappelle qu'il est fondamental de suivre depuis le début dans l'ordre si on veut vraiment avoir une compréhension fine et devenir autonome dans l'utilisation de l'énéagramme pour sa vie quotidienne. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de l'énéagramme en tant qu'il définit la structure de l'être humain, notamment sa structure psychique interne. J'ai parlé des 7 centres et des 3 centres inférieurs qui sont contenus dans les 7 centres. Loi de 7, loi de 3. Et j'ai expliqué que la loi de 3 est fractale. Elle se situe dans la structure même à l'origine de la création de l'être humain, mais elle se manifeste à l'intérieur, au sein même de chaque aspect de la loi de 3. Par exemple, nous sommes constitués de 3 centres. Centre moteur, le ventre, centre émotionnel, la poitrine, centre intellectuel, dont le siège et la tête. Mais chaque centre se subdivise de manière fractale parce qu'il subit l'influence de cette loi de 3, de ces 3 forces. Chaque centre se divise de manière fractale en sous-parties. Et nous avons vu donc, le centre moteur se divise en 3 parties, une partie qui est mécanique, motrice, une partie émotionnelle, une partie intellectuelle. Le centre émotionnel a aussi une partie motrice, une partie émotionnelle, une partie intellectuelle, et le centre intellectuel, pareil, ce qui nous donne déjà 9 forces. La partie motrice du centre moteur, la partie émotionnelle du centre moteur, la partie intellectuelle du centre moteur, la partie motrice du centre émotionnel, etc. Si vous n'avez pas vu la première vidéo précédente, je vous encourage vivement parce que je définis quelles sont la particularité de chacune de ces sous-parties. Et on peut commencer à déduire des liens vers les 9 types pour ceux qui connaissent bien l'énéagramme. Et pour les autres, on commence à poser les bases progressivement, des bases solides pour comprendre en profondeur l'énéagramme. Puis j'en suis arrivé à la conclusion qui était la mienne dans mon cheminement intérieur, de voir à quel point derrière les centres, derrière les schémas, derrière les pièges, derrière les identifications se cachait toujours l'instinct. Si on veut parler en termes freudiens, c'est le ça. Se libérer, au final, c'est se libérer de l'instinct. Parce que les centres, on considère l'énéagramme divisé en 3 grands groupes selon le centre dominant, centre moteur, centre émotionnel, centre intellectuel. Centre de l'instinct, centre du ressenti, centre de la pensée. Le problème, c'est que les centres sont des fonctions. Les centres sont des organes de perception du monde, d'interaction avec le monde extérieur, et ce sont des fonctions.
elles ne sont pas animées de leur propre force. Elles sont animées par quelque chose. La question, c'est par quoi sont-elles animées? Par l'ego, d'accord? Mais qu'est-ce qui anime et qu'est-ce qui gouverne l'ego? Les centres sont des outils, tout simplement. Des outils qui sont utilisés pour des fonctions particulières. Moi, j'ai toujours été gêné par la division des l'énéagramme en 3 groupes basés sur les centres. Parce que s'il est vrai qu'on utilise un centre plus qu'un autre, il y a, à mon sens, une raison bien plus profonde à tout ça. Le centre n'est qu'une fonction que nous utilisons, mais qui ne nous détermine pas. L'instinct, lui, c'est une force puissante. L'instinct est un moteur. La loi de 3 m'a amené à penser que l'instinct pouvait lui aussi être ternaire. On parle de l'instinct en général, notamment l'instinct de survie ou instinct de conservation. C'est la même chose. Pouvoir maintenir cet organisme vivant. Nous sommes animés par cette force très puissante qui, dans une situation où notre vie est en jeu, prend complètement le contrôle de l'organisme et nous amène à réagir pour préserver la pérennité, pour préserver l'intégrité de l'organisme. Et si mon intégrité est en jeu et que ma vie est en jeu, l'instinct me pousse à, par exemple, quelqu'un qui a une bras pris dans une machine et que la machine risque de le broyer entièrement, il peut arracher sa main, il peut arracher son bras parce que l'intégrité du corps passe après la survie de cet organisme. Et là, ce n'est pas mental, ce n'est pas une décision. Ça se fait en une fraction de seconde et on est le jouet quelque part. On est mu par une force beaucoup plus profonde, cet instinct de survie. Mais le terme survie n'est pas adapté, nous le verrons. Cet instinct de conservation qui est plus fort que tout le reste, qui court-circuite tout le reste. À partir de là, on peut déjà se questionner. Quelle est cette force si puissante en moi qu'elle m'amène à entrer dans des comportements que je n'ai pas décidés, qui peuvent même me nuire, me faire perdre un bras, un doigt, pour simplement sauver l'organisme? Eh bien, si on se pose cette question-là et qu'on creuse jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'en réalité, tous mes comportements dans la vie quotidienne, mes mécanismes de défense, quand je veux avoir raison, quand je veux que l'autre ait tort, tout ça, en réalité, c'est mu par l'instinct de survie, qui se déploie comme une hydre avec de multiples bras dans tous les aspects de mon psychisme. Le terme centre, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le terme centre, il provient de la terminologie apportée par M. Gurdjieff, qui lui aussi reconnaissait que l'instinct dirigeait toutes les actions des hommes. Je crois que c'est dans Fragment d'un enseignement inconnu de Piotr Demanovitch Ouspensky, que j'ai déjà cité, qu'on peut trouver cette allusion. L'instinct contrôle toutes les actions des hommes. Alors, j'ai aussi cherché du côté d'Oscar Ichazo, mais ses travaux sont assez difficilement accessibles en français et ses travaux en anglais sont assez difficilement accessibles pour moi. Mais la réponse, en fait, est tout simplement venue de la page Wikipédia qui est consacrée à Oscar Ichazo. Il suffit de lire sa page Wikipédia, à moins qu'elle n'ait été changée depuis, mais il suffit de lire sa page pour découvrir qu'il distinguait effectivement 3 instincts avant de distinguer 3 centres. Je vais vous lire la citation principale, pour l'instant, que j'ai extraite. Les enseignements d'Ichazo sont censés aider les gens à transcender leur identification et la souffrance qui en découle, et se libérer de leurs propres pensées mécaniques et schémas comportementaux. C'est tout le propos de l'énéagramme. Comme dans le livre La 4e voie d'Ouspensky d'après Gurdjieff, ces théories à propos des fixations sont fondées sur l'hypothèse que toute vie essaie de se sauvegarder et de se perpétuer, et que la psyché humaine doit suivre les lois universelles de la réalité. Ça, c'est une conclusion à laquelle j'étais arrivé personnellement, à voir que l'ego est créé à l'image de l'homme, tout comme l'homme est créé à l'image de Dieu, et que l'ego possède ce besoin de sauvegarder sa propre existence, cet instinct de conservation. C'est notre plus grand problème, c'est cette puissance de l'instinct inscrite au cœur de l'ego. Je poursuis la citation. Utilisant une logique trialectique, normale, la loi 3 structure toute la création, Ichazo indique les 3 instincts basiques de survie. Conservation, qui est liée au système digestif, relation, qui est liée au système circulatoire, et adaptation, qui est liée au système nerveux central. Pourquoi c'est important de savoir à quel système c'est lié? Parce qu'on peut travailler directement sur l'instinct à travers les systèmes qui leur correspondent, qui leur sont liés. Donc là, pour moi, tout s'est éclairé, tout c'est clair.
L'instinct est bien triple. Il existe un instinct de conservation pour la survie organique du corps qui est lié au système digestif, donc à la nourriture. Il est obligatoirement lié au centre moteur, centre qui me permet de survivre, qui me permet de me nourrir, et il est lié à la nourriture au sens très large. Nous le verrons symboliquement. Il peut être lié à la mer, il peut être lié à l'argent, puisque l'argent me permet de me nourrir. Il peut être lié à l'abri, qui permet de me protéger des intempéries du monde extérieur. Mais il existe aussi un instinct de relation qui nous pousse à nous joindre à un groupe pour survivre, l'instinct grégaire. Et lui, il est relié au système circulatoire, le cœur, et donc au centre émotionnel. C'est par le biais des émotions que je vais essayer de trouver et de maintenir, de préserver ma place dans le groupe. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de survivre et que seul je ne peux pas survivre dans la nature. Mon instinct est conçu comme ça. Seul face aux éléments, face aux animaux, face aux prédateurs, au besoin de me nourrir, je ne peux pas survivre. Si je suis malade, j'ai besoin de quelqu'un qui me soigne. Si je suis blessé, j'ai besoin de quelqu'un qui me protège. Donc, derrière cet instinct grégaire, qui nous place dans un mode troupeau, quelque part, il faut aussi le reconnaître, il y a ce besoin de survivre à travers le groupe. Et enfin, un instinct d'adaptation qui nous pousse à nous adapter au monde, et ça c'est vraiment important de comprendre, notre adaptation au monde extérieur, mais aussi à adapter le monde à nos besoins, qui est relié au système nerveux central, donc au centre intellectuel, le centre de la pensée. À partir du moment où je perçois, grâce au centre intellectuel, je perçois le monde extérieur et ses dangers, j'ai besoin de créer des outils, des armes, un abri, un feu, pour pouvoir me protéger du monde extérieur. Les prédateurs, le froid, toutes les intempéries. Donc, cet instinct d'adaptation, il est d'abord voué à adapter le monde à moi. Créer un abri, une maison, pour me protéger des animaux et du froid. Faire un feu, pour me protéger des animaux et du froid. L'évolution ces derniers temps nous amène à penser que ce temps est très lointain, mais il est inscrit dans nos cellules. Et ce besoin d'adapter le monde pour notre protection, de considérer que le monde peut être dangereux et donc de l'adapter à notre condition d'être humain, peut s'inverser et quelque part se pervertir, puisque je finis par m'adapter au monde extérieur. J'ai cette capacité d'adaptation. Et derrière, c'est un besoin de survie. Donc si je cherche à adapter les gens autour de moi, manipuler les gens autour de moi ou à m'adapter à ce qu'on attend de moi, notamment quand je suis enfant, c'est mu par un besoin de survivre. Si je ne m'adapte pas, je ne survis pas. Et ça, c'est la clé du système. C'est la clé de l'énagramme, c'est la clé de notre psychisme et c'est la clé de notre emprisonnement et de notre libération. C'est l'instinct. On va noter au passage qu'on retrouve ici un lien clair avec les trois nourritures de l'organisme que j'ai déjà définies, que M. Gurdjieff définissait, c'est-à-dire que l'instinct de conservation est bien en lien avec le système digestif, donc avec la nourriture proprement dite. L'instinct de relation est en lien avec le système circulatoire qui est intrinsèquement lié au système respiratoire, puisque le système circulatoire achemine l'oxygène qui vient de l'air qui a été capté par les poumons. Il y a un lien très fort entre le système circulatoire et le système respiratoire, qui est bien en lien avec l'air. Je vais chercher l'oxygène et le sang vient le transporter à toutes les cellules, tous les organes. Enfin, l'instinct d'adaptation est lié au système nerveux central qui traduit bien et qui traite les impressions reçues. Donc ces trois instincts sont en lien avec les trois centres et avec les trois sortes de nourriture que M. Gurdjieff appelait les nourritures étriques, les nourritures de l'être. Donc ce besoin irrépressible de survivre, et je mettrai ce mot entre guillemets puisque le mot est mal adapté, nous verrons pourquoi, de conserver l'organisme, c'est un moteur extrêmement puissant. Et quand je dis conserver l'organisme, c'est conserver proprement dit, l'instinct de conservation à travers les autres, qu'on appelle l'instinct de relation, et l'instinct de conservation en adaptant le monde et soi-même, qu'on appelle instinct d'adaptation. Mais à chaque fois, c'est toujours l'instinct de conservation derrière. L'instinct de conservation est le socle, le plus important, et il utilise la relation et il utilise l'adaptation. Donc, M. Gurdjieff et M. Echazo, d'ailleurs, appuyaient leurs propos sur le fait que toute la constitution du psychisme humain, pas que de l'organisme, mais du psychisme humain, est fondée sur le besoin de préserver l'organisme.
Et si on observe bien, ces trois instincts collent parfaitement aux trois grands groupes d'énéatypes. Donc ce que je veux dire, ce que je souhaite apporter de nouveau, c'est que de manière analogique à ces trois centres connus, moteur, émotionnel, intellectuel, correspondent ces trois instincts qui fondent toute l'expérience humaine. À partir du moment où nous sommes incarnés dans un corps humain, nous sommes prisonniers de ses lois et de son fonctionnement. Le point le plus important qui fonde absolument tout le reste, tant sur le plan de l'essence que du reste, du psychisme ordinaire, c'est que l'organisme a un besoin fondamental et irrépressible, et ce besoin, c'est celui de survivre. Donc, le terme survie, je le répète, c'est important, il est plutôt mal adapté pour décrire correctement les instincts qui poussent l'organisme à poursuivre son existence et même à protéger l'essence. Je l'ai dit dans la vidéo Essence et personnalité, dont vous voyez le lien. La personnalité a pour but de protéger l'essence, comme une gangue vient protéger le diamant, comme la perle, comme l'huître quelque part, protège et permet la croissance de la perle à l'intérieur. La survie concerne la conservation de l'identité par-delà la vie, donc dans la mort. Survie signifie bien par-dessus la vie. Donc c'est quelque part en lien avec la pérennité, non pas forcément de l'individualité ordinaire, mais de la conscience individuelle après la mort. Donc, on va appeler, comme M. Échazeau, l'instinct qui nous pousse à prolonger la vie de l'organisme, le corps, et tout ce qui va avec, parce que tout dépend du corps. Si le corps meurt, toute la conscience ordinaire disparaît. Les émotions, les pensées, les croyances, tout ce que j'ai bâti. Donc, il est fondamental, en premier lieu, de maintenir la vie, la pérennité de la vie du corps. On l'appelle instinct de conservation, conserver la vie du corps. On dit aussi instinct d'auto-préservation, de se préserver. Conserver intact et intègre l'organisme. Et par-dessus tout, le conserver vivant. Cet instinct, pour moi, il est extrêmement puissant et il est le socle fondateur des autres instincts, des deux autres instincts, ainsi que de tout le fonctionnement de l'organisme en général. Moi, je suis convaincu que tout, absolument tout, y compris notre problématique majeure selon l'énéagramme, ou même si on ne connaît pas l'énéagramme, notre problématique majeure dans l'identification à un ego qui nous coupe de notre être réel, de notre essence, tout repose sur l'instinct de conservation. Alors on va l'appeler pour aujourd'hui, comme M. Échazeau, instinct d'auto-préservation, qui est peut-être plus parlant. Dans ma vision des choses, dans l'acceptation des choses sur la quatrième voie notamment, l'instinct de survie existe bel et bien, mais comme un prolongement de l'instinct de conservation. C'est-à-dire qu'on tente de conserver la vie de l'entité après la mort, soit dans sa descendance, en transmettant son patrimoine génétique, soit par une continuité de notre propre conscience grâce à la croyance en la notion de paradis, d'au-delà, de réincarnation, etc. On reviendra sur cette notion qui est fondamentale et qui est capitale pour l'évolution individuelle, mais là aussi se trouve un piège extrêmement dangereux dans lequel on peut vraiment se perdre et y rester, parce que ce qui est un attribut de l'essence, ce besoin de se pérenniser, de se développer et de continuer son évolution après la mort de l'organisme, se voit substituer le même besoin de l'ego, de la conscience individuelle usurpatrice, de la fausse conscience individuelle qui cherche à se prolonger pendant l'existence du corps et qui cherche à se rassurer sur son existence après la mort. Là, c'est un point crucial que nous verrons dans la série C. Donc, en application de la loi de 3, que j'ai maintes fois décrite, mais qui est fondamentale et qu'il est important de comprendre, de travailler, à laquelle il faut vraiment réfléchir et dont il faut s'imprégner pour la voir à l'œuvre dans la création. Donc, en application de cette loi de 3, et en lien direct avec les trois centres, l'instinct qui pousse l'organisme à maintenir, protéger et prolonger son existence se décline en trois instincts essentiels. L'instinct proprement dit de conservation, donc d'auto-préservation en lien avec le centre moteur, il a pour fonction de maintenir l'intégrité et la vie du corps sans lequel l'expérience n'est plus possible. L'expérience du monde, l'expérience de soi.
Donc cet instinct d'autopréservation gère les fonctions automatiques de l'organisme, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, mais il intervient également dans certaines situations lorsque l'organisme est en danger de mort, pour prendre le contrôle de toute la machine, de tout l'organisme, afin d'assurer sa survie. C'est le plus important. Survie entre guillemets. Ces deux parties, l'instinct et le corps, sont tellement liées que, comme je l'ai dit, on réunit le centre instinctif et le centre moteur, et on l'appelle le centre instinctivo-moteur. Étant intrinsèquement liés, il est difficile de les séparer. Mais il est nécessaire de savoir ce qui anime le centre moteur. Le centre moteur est une fonction. Le corps est inerte s'il n'est pas mu par une force, la force du désir, mais prioritairement la force de l'instinct. C'est l'existence du corps physique qui entraîne la manifestation des instincts, puisque ces instincts ont pour but de protéger ce corps, et c'est les instincts qui animent ce corps, qui le contrôlent. C'est le siège des besoins, l'instinct de conservation. Se nourrir, se vêtir, s'abriter, puis par extension, trouver un travail, gagner de l'argent, accumuler des richesses, etc. Tout ça tourne autour de ce besoin d'accumuler nourriture, abri, territoire. Donc l'argent est une extension. Un travail bien rémunéré est une extension. La richesse est une extension de ce besoin de conservation. Une déviation même. Puisque dans la nature, les animaux n'ont pas besoin d'accumuler des quantités énormes pour l'avenir. Ils prennent ce dont ils ont besoin et ils arrêtent quand ils n'en ont plus besoin. Et quand ils font des réserves, ce sont des réserves mesurées, comme les écureuils. Ils se nourrissent de noisettes, par exemple, ou de fruits à coque. Ils les accumulent parce qu'ils savent instinctivement que pendant les mois à suivre, il n'y aura plus de noisettes dans les arbres, donc ils auront besoin de piocher dans leurs réserves. Même si, pour l'anecdote, les écureuils oublient souvent leurs endroits de noisettes et qu'on retrouve leurs caches qui n'ont pas été mangées. L'instinct de relation. Dès sa naissance, l'enfant ressent clairement et viscéralement, c'est pas mental, c'est pas conceptuel, c'est pas verbalisé, c'est viscéral. Il ressent que sa survie dépend entièrement du groupe, de l'extérieur. Il est vulnérable, il est entièrement vulnérable, et donc s'il reste seul, il est voué à la mort, c'est évident. Ses besoins ne pourront pas être comblés. Donc il sent viscéralement que de son appartenance à un groupe dépend sa survie. D'abord la famille, d'abord la mère, puis le père, la famille, puis les amis et la société, l'employeur, les collègues, etc. En grandissant. Enfant, le nouveau-né sait viscéralement que s'il est seul et abandonné, il mourra. Donc il est poussé à s'adapter aux contingences du groupe social auquel il appartient pour entrer et rester en relation avec lui. C'est en réalité une question de vie ou de mort. Il est poussé à aller vers les autres, en tout cas à appartenir à un groupe, à un clan, à être en relation avec une personne, avec un groupe, avec un... C'est pas forcément le groupe, c'est en tout cas le monde extérieur et appartenir à un parent, un couple, une famille, un groupe qui pourront maintenir notre organisme vivant en le nourrissant, en le protégeant et en prenant soin. En le couvrant quand il a froid, l'enfant ne peut pas le faire. Le nouveau-né ne peut pas le faire. C'est donc là qu'existe, que réside le siège de notre aspect grégaire, d'un comportement collectif que nous pouvons observer chez nous et chez les autres. Et là, ce qui est important, c'est que tout notre moi, en fait, tout notre moi, l'identité qu'on va construire, elle se construit sur cette base. La relation est au service de la conservation et elle vient fonder le sens du moi, la fausse identité, la personnalité. On parle de la construction du moi sur la relation d'objet, c'est-à-dire c'est la relation avec le monde extérieur, ce que j'envoie et ce que je reçois, qui va construire toute ma psyché. Et quelque part, c'est ce sur quoi je dois, au final, on va dire en dernier échelon de cette quête intérieure, se libérer, cette relation d'objet, pouvoir trouver son identité qui est complètement libre, libérée de toutes les relations d'objet, alors qu'elles m'ont constitué depuis ma naissance, et même avant. Et ça rend la chose extrêmement difficile. Enfin vient
l'instinct qu'on appelle instinct d'adaptation, en lien avec le centre intellectuel, mais en lien seulement. Ce n'est pas le centre intellectuel. Il anime le centre intellectuel. Il lui donne sa pulsion, ce qui devient une compulsion. Très tôt, je sais que le monde dans lequel je vis peut s'avérer très dangereux, même si notre environnement a beaucoup changé depuis notre vie à l'état plus sauvage, à la merci des prédateurs et de tous les fléaux. Nous sommes le fruit de toute la lignée de nos ancêtres et nous portons en nous ces instincts millénaires. Et nous continuons à agir en fonction de cet instinct qui nous pousse, instinct d'adaptation, qui nous pousse à adapter la réalité, ça c'est important, à réalité extérieure tangible ou réalité telle que je l'aperçois. Donc la perception de la réalité. C'est là où siège en réalité l'identification. Au niveau de l'instinct de relation se joue la construction du moi. Ce moi est dépendant de la relation avec l'extérieur, donc de ce que pense l'extérieur, de ce que me renvoie l'extérieur. Mon image de moi-même est alimentée, valorisée ou dévalorisée par tout ce que me renvoie l'extérieur. Au niveau de l'instinct d'adaptation siège le problème de l'identification, de l'interprétation du monde, parce que j'ai la capacité d'adapter. J'ai la capacité de percevoir le monde directement, mais cette capacité d'adapter le monde, c'est quelque part interposé entre moi, ce qui perçoit, et le monde extérieur, ce qui est perçu, pour me donner, à travers des filtres, des voiles, une représentation complètement erronée de la réalité. Elle me pousse à adapter la réalité, à la transformer. Pas forcément à l'extérieur, en bâtissant une maison, mais à l'intérieur, en bâtissant des structures intellectuelles qui me donnent une représentation fragmentaire et souvent erronée de ce que je perçois. Donc, sur le plan plus concret, on adapte la nature pour s'en protéger. Et il n'y a pas de meilleur moyen pour se protéger de la nature que de la maîtriser, que de se l'approprier. Voire la détruire si notre regard est focalisé sur l'instinct d'adaptation, ce qui rend notre vision complètement étriquée. Ce qui nous fait perdre de vue que si la nature peut nous détruire, c'est aussi elle qui nous permet d'exister. Cet instinct me pousse, par exemple, à bâtir une maison pour me protéger des intempéries, à construire un abri dans les arbres pour me protéger des prédateurs, à allumer un feu pour me protéger du froid et des prédateurs, etc. J'agis sur mon environnement que je modifie pour m'en protéger. Et ça, c'est rendu possible grâce au centre intellectuel qui peut acquérir des savoirs, anticiper sur des problèmes, trouver des solutions adaptées, comprendre les différents outils, créer des outils, des matériaux, comprendre ou savoir comment les utiliser, dans quel but, etc. C'est une fonction noble, mais qui a dévié, puisque à partir du moment où je perds la conscience en général, donc je perds conscience que la nature qui est dangereuse est aussi la mère nourricière, yin-yang, le monde de la dualité, l'un ne va pas sans l'autre, et si je veux absolument entrer dans une extrême protection de la nature, vers une destruction de la nature, je scie la branche sur laquelle je suis assis. Je vois le danger de la branche, mais je ne vois pas qu'en la sciant, c'est toute la pérennité du monde que je mets en danger. Du monde tel que je le connais. De la vie sur Terre, humaine, animale, végétale. J'ai déjà dit, dans le cadre de la loi de 3, que le centre émotionnel est le résultat de la friction entre les centres intellectuels et moteurs. L'âme est le résultat de la friction entre le corps et l'esprit. Aussi, je pense, de mon côté, je suis convaincu que l'émotion est une réaction qui est née de la rencontre entre une pensée, qui interprète le monde, et le corps, qui génère des sensations. La sensation est corporelle, la pensée est très abstraite. L'émotion est à la fois corporelle et à la fois insaisissable comme la pensée. La pensée se heurte au corps et à sa sensation, et ça va générer une émotion qui va générer d'autres pensées, et ainsi de suite. De la même manière, ça c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi, de la même manière, je suis convaincu que l'instinct de relation est né de la friction entre les deux autres instincts. Ça me paraît logique parce qu'en effet, l'instinct d'adaptation, lui, il me montre que le monde est dangereux. Il se heurte à l'instinct de conservation qui me commande de protéger mon corps, de survivre. Comment survivre? La conservation, force active, plus, dans un monde dangereux, le monde extérieur, force adaptation, force passive. Le monde est dangereux. Je suis passif face au monde. Monde auquel je suis inadapté. Comment je peux survivre
tel que mon instinct d'auto-préservation me le commande, dans un monde qui est dangereux et qui risque de nuire à ma survie, eh bien en rejoignant un clan, un groupe, grâce auquel je vais pouvoir survivre. Dans le monde moderne, comment subvenir à mes besoins si je n'ai pas les compétences pour fabriquer de la nourriture, de l'électricité, une maison, des vêtements, trouver de l'eau, me protéger des agressions, etc. En appartenant à la société et en y ayant une activité. J'ai donc besoin de l'instinct de relation. Et même si je sors, comme beaucoup de personnes sortent de la société pour vivre un mode de vie alternatif, en général, ils se regroupent en collectif parce que nous avons besoin les uns des autres, parce que nous obéissons à l'instinct de relation. C'est ce qui a poussé certains ermites à quitter le monde pour vivre seuls, pour faire face à cet instinct de relation, pour le dépasser. Parce que s'ils sont une chance pour cet organisme de survivre, ils sont un piège pour ma conscience. L'un ne va pas sans l'autre, le yin, le yang, le plus, le moins. Une médaille a toujours deux faces. Donc il est impératif de bien retenir cette notion de trois instincts, des trois instincts, conservation ou autopréservation, relation, adaptation, pour bien comprendre le reste de ce que je vais exposer et pour bien comprendre notre fonctionnement interne. Si vous comprenez à quel point vos comportements sont mus par des instincts très profonds, des instincts primitifs qui remontent peut-être à l'origine de l'humanité, vous pourrez observer de manière beaucoup plus fine vos comportements et vous aurez la clé pour vous en libérer. Et donc, à mon sens, les trois centres sont des manifestations des besoins instinctifs correspondants. J'ai besoin du groupe pour survivre. Donc, je vais développer toute une gamme d'émotions à travers le centre émotionnel pour interagir avec les personnes qui constituent. C'est pourquoi les types du 2, 3, 4 du groupe qu'on appelle centre du ressenti sont avant tout conditionnés par l'émotion de honte. Parce que la honte est cette espèce d'alarme qui me dit attention, j'ai honte parce que je sors de l'image que le groupe attend. Ça génère la honte, ça me force à retrouver une image de moi correcte et une place dans le groupe. La honte est là pour m'éviter d'aller trop loin dans certains comportements qui risqueraient de me couper du groupe. Et le moi est construit sur la relation d'objet et sur le rapport que j'entretiens avec le monde extérieur. Est-ce que les personnes du monde extérieur pensent du bien de moi? Est-ce qu'elles se comportent de la bonne manière? Est-ce qu'elles m'apprécient? Etc. Est-ce qu'elles me reconnaissent comme étant membre du groupe, même si j'ai une place particulière? Celui qui est différent, celui qui est le chef, celui qui est le meilleur, peu importe. Ma place dans le groupe n'est pas d'être comme le groupe. C'est d'avoir une place, même si elle est difficile, même si elle est inconfortable, même si je suis le rebelle du groupe, je suis le rebelle du groupe. C'est ma place dans le groupe. Donc il faut que je sois très vigilant en disant moi, j'ai pas besoin, j'ai pas cet instinct grégaire parce que je suis souvent en opposition avec le groupe, je m'affirme. Non. Je nourris simplement l'image que j'ai considérée comme étant celle que je devais revêtir dans le groupe. Et ça, c'est vraiment important. C'est extrêmement subtil de percevoir cet instinct de relation. Pour un type 9 ou un type 2, c'est assez simple. Pour un type 8, pour un type 3, pour un type 4, pour un type 6, ça peut être très compliqué. J'ai donc besoin du groupe, j'ai aussi besoin de nourriture, et j'ai besoin d'eau pour survivre, je n'ai pas le choix. Je vais donc développer des besoins corporels et des possibilités d'action pour les obtenir grâce au centre moteur. J'ai besoin d'un centre qui anime ce corps, enfin qui permette de contrôler ce corps pour aller chercher l'eau et la nourriture dont j'ai besoin. Je ne suis pas une plante qui attend que la nourriture vienne. J'ai un centre moteur qui me permet de me mouvoir, de me déplacer, de saisir, d'aller en quête, d'aller rechercher. J'ai besoin de me protéger du monde extérieur que j'estime dangereux. Inconsciemment, je peux très bien avoir l'impression que le monde est merveilleux, que tout va bien. Ça, c'est mon mental qui se raconte des histoires. Mon instinct, lui, il n'a rien à faire du mental. Si j'ai un accident de voiture, mon instinct prend le contrôle de la voiture et va amener la voiture là où il peut l'amener pour me mettre en sécurité. Je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, je conduisais une voiture, j'avais un peu peur des abeilles, j'ai une abeille qui est rentrée dans ma manche, j'ai secoué et j'ai donné un coup de volant, je me suis pris la rambarde et à partir de là, la seule chose dont je me rappelle, c'est je me suis extrait de mon corps, je voyais mes mains sur le volant, je voyais mon camarade à côté, pétrifié, accroché, et je me voyais faire des mouvements de volant avec une énorme sérénité. Ça a duré un temps un petit peu intemporel. Et puis quand c'est fini, je suis sorti de la voiture, je suis sorti, j'ai regardé,
J'avais réussi à sortir de la route, éviter les voitures, sortir dans un bois, éviter une dizaine d'arbres, rouler à travers les arbres. Je voyais bien que la trajectoire était conçue pour éviter les arbres. Et j'étais allé en sécurité me poser, arrêter la voiture lorsque son mouvement était fini. Là, ça a été très intriguant. La puissance de l'instinct de survie et la capacité de la conscience de vivre en toute sérénité un instant de danger réel et imminent. Donc je peux me raconter qu'en voiture, tout va bien, je vais être protégé. L'instinct, quand il est en danger, il prend le contrôle et il est pragmatique. Il agit pour protéger l'organisme, si toutefois il a une marge de manœuvre. Et il est extrêmement efficace. Donc j'ai besoin de me protéger du monde extérieur que j'estime dangereux, même si je ne me rends pas compte mentalement et que mon mental se raconte des histoires. Il faut pas oublier que le mental est l'origine de la peur et que les types mentaux sont mus par l'émotion de peur, qui vient de l'interprétation, de la vision, de la perception du monde extérieur. J'interprète le monde comme dangereux dans mon inconscient, et il peut l'être de toute manière. Je vais donc développer le centre intellectuel et sa capacité à comprendre le monde qui m'entoure pour mieux m'en protéger, pour pouvoir créer des nouveaux outils, des adaptations, ou alors, comme certains types mentaux, me construire une sorte de citadelle intellectuelle qui vient faire écran entre ce que je perçois du monde et moi. Ça, je vais le développer, notamment le type 5. Mais je peux aussi adapter le monde de manière naturelle, par des abris, par la capacité de faire du feu, etc. Tout ce que j'ai déjà abordé. Ou de manière déviée, par des constructions mentales qui me protègent de la réalité du monde et m'amènent à avoir une vision complètement déformée du réel. Par exemple, le type 7 qui cherche toujours à sublimer et à positiver, à ne pas voir l'aspect négatif, donc le danger. Et donc c'est ce point plus particulièrement, je l'ai dit, qui m'amène à avoir une vision complètement déformée du réel, de la réalité sensible, qui m'amène à vivre dans un monde subjectif, illusoire et complètement déconnecté du réel. C'est, si vous vous rappelez le rayon de création, le mirage de la Anotmi, qui correspond au monde dans lequel nous vivons. C'est à la fois une merveille, comme l'indique sa racine latine mira, mais c'est aussi un mirage, parce que nous vivons dans ce que les hindous appellent la maya, l'illusion. Et on ne parle pas forcément du monde sensible déjà, on parle de l'illusion dans cette capacité qu'a notre esprit de superposer une réalité, la sienne, subjective, qui est animée par ses peurs, par ses désirs, par ses projections, à la réalité tangible. Je terminerai cet exposé de l'instinct dans la vidéo suivante, pour ne pas faire des formats trop longs. Donc, en conclusion, il faut vraiment retenir, pour préparer la vidéo suivante, que nous sommes constitués de manière ternaire, de manière visible par 3 centres, le centre moteur, le centre émotionnel, le centre intellectuel, mais que ces centres ne sont que des fonctions, ils ne sont que des outils, des organes de perception de la réalité et d'interaction avec le monde extérieur. Mais ils ont besoin d'une force qui les meuve. Dans mon fonctionnement ordinaire, non libéré, cette force qui meut ces centres, c'est l'instinct. Et l'instinct est triple. L'instinct de conservation me sert à survivre dans le monde, l'instinct de relation me sert à survivre dans le monde en appartenant à un groupe, et l'instinct d'adaptation me sert à survivre dans le monde en comprenant le monde, en l'adaptant ou en m'adaptant moi-même, ou en adaptant ma perception du monde. Et M. Grosjev et M. Ishazo étaient clairs, tout l'organisme et toute la structure psychique est conditionnée par l'instinct et par ce besoin de se perpétuer. Donc mon corps a besoin de se perpétuer, mais mon ego, ma fausse identité quelque part, qui est nourrie par mon ego, et l'ego se nourrit de ma fausse identité et me maintient dans la personnalité, cette fausse identité a elle aussi ce besoin irrépressible de survivre et m'empêche tout accès à ma véritable nature, parce que retrouver ma vraie nature, ça signe la mort de cette identification totale à une fausse identité. Quelque part, c'est la mort de cette fausse identité. Donc, l'ego résiste de toutes ses forces. Et quand je rentre dans ce travail, l'ego vient constamment récupérer mes tentatives pour s'auto-nourrir. C'est là le piège le plus difficile, c'est que je crois évoluer intérieurement alors que je ne fais que nourrir un moi spirituel et que derrière ce moi spirituel se trouve l'ego. Quelque part, ce moi spirituel est une autre octave du moi ordinaire
qui s'est lancé dans une quête spirituelle, qui a accumulé des savoirs, des croyances, des expériences, très, très fortes peut-être. Mais tant que je n'ai pas compris que je ne fais que nourrir le moi spirituel, et que ce qui m'amène à nourrir ce moi spirituel, c'est la puissance de l'instinct, tant que je n'ai pas compris ça, je ne peux pas cheminer réellement vers mon essence. Et c'est le but de toutes ces vidéos que je vais poster progressivement, c'est de donner les clés de compréhension de notre prison, qui est liée à l'instinct, et donc notre clé de libération, qui est liée à l'instinct. Très bonne fin de journée.